Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va étudier la volatilité. Quelle va être la volatilité sur Bitcoin? Est-ce que le prix nous parle par rapport à la volatilité? On va faire après, comme d'habitude, étude des news, etc. Aujourd'hui, on attend les minutes de la Fed qui vont sortir, c'est-à-dire les retranscriptions écrites du dernier meeting de la Fed qui avait lieu le 13-14 décembre, je crois. Me demandez pas pourquoi elle sort 3 semaines après à chaque fois, mais voilà. Donc, on va regarder tout ça et puis étude des news comme d'habitude. Première information sur la volatilité, je vous ai mis là les bandes de Bollinger. Et on voit un resserrement des bandes de Bollinger extraordinaire ici en daily. Je pense que c'est de l'ordre du presque jamais vu. Peut-être qu'on a certainement eu des moments où on va regarder un petit peu en arrière où les bandes étaient resserrées à ce point-là. Mais là, on est dans la bougie daily pile poil. On va dire que les grosses zones où on pourrait éventuellement voir des resserrements, c'est ce type de resserrement. Et encore là, je pense qu'on est encore plus serré. Ce type-là, vous voyez qu'à chaque fois, c'est l'amorce d'un mouvement conséquent, que ça soit vers le haut ou vers le bas. Ici, on a un très joli resserrement avec la bougie daily qui est effectivement incluse entièrement dedans. Là, ça serait vraiment là ce type de resserrement. Ou encore à ce type d'endroit, par exemple, où c'est très resserré également. Voilà, là plutôt ça. Enfin voilà, vous voyez, ça peut diriger un mouvement vers le bas ou un mouvement vers le haut. Mais on a eu tellement peu de volatilité dernièrement qu'on s'attend à une volatilité très forte sur BTC. Et on le voit au travers des bandes de Bollinger qui sont un indicateur formidable pour pouvoir vous expliquer que effectivement ça va péter. Vous pouvez aussi regarder le Choppiness Index, le CHOP, qui effectivement là est relativement chargé, enfin il est même chargé en daily, on peut le dire. Vous voyez que auparavant, alors on a eu ici un long mouvement où il a été très chargé assez longtemps. Vous voyez que ça donne en général, voilà, le shop va venir se décharger. Est-ce qu'il est chargé en weekly? Pas tellement, on est sur la zone des 50, mais en tout cas, vous voyez qu'au niveau des bandes de Bollinger, on a vraiment ici une information comme quoi le prix pourrait péter dans un sens comme dans l'autre. On va faire vite fait le momentum en weekly puisque là on est dessus, donc potentiel rebond ici sur le chop sur les 50, potentiel rebond du stochastique juste avant la zone de survente en weekly. Ici pour le moment, point d'achat sur Cypher, ça on l'a déjà vu hier je crois, et grosse divergence ici où le prix descend, le RSI monte, donc on a une divergence haussière en weekly sur BTC qui peut nous dire que éventuellement, si ce n'est que le prix va monter, il va au moins latéraliser dans la zone. Hier, on a eu une très très belle, un léger arrachement haussier, on va dire. Hier, j'ai fait la vidéo, je vous ai dit si jamais le support des 16 650 tient, et à ce moment-là, on a des bonnes chances de revenir retester celui des 16 008. Pour le moment, on est vraiment dans cette zone-là, ici, un peu entre les deux, puisque quand je vous dis 16,8, pour moi, c'est vraiment ce dont je vous parle, en fait, c'est ce gros point-là, sur le volume profile, ça s'appelle le point de contrôle. Vous voyez que là, en plus, je regarde et je n'affiche sur le volume profile que ce qui s'est passé depuis la chute FTX, et globalement, ici, on a un très très gros point où, plus ou moins, tout le monde a investi. C'est là que, dans cette zone-là, que la plupart des gens sont rentrés en position, on va dire. Donc, certains, pour le moment, ont été sous l'eau, en perte, dans toute cette zone-là. D'autres ont été au-dessus dans toute cette zone-là. Vous comprenez qu'il y a des gens qui sont rentrés à ce prix-là, principalement ici, là, et surtout, quand on a vraiment traîné ici dans cette zone ici tout le long. C'est pour ça que ça nous a donné désormais quelque chose qui ressemble à une résistance, puisque le prix a déjà fait un tour dans cette zone, et concrètement, de manière naturelle, il va plutôt essayer d'aller boucher les autres zones. Donc si jamais on la passe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va peut-être s'installer plutôt dans cette zone-là, c'est-à-dire entre les 17 et les 19. Si jamais on n'arrive pas à la passer et qu'on essuie un rejet, ça veut dire perte de ce support oblique qui est ici, et ça veut dire désormais on passe baissier, etc. Donc principalement, j'ai beaucoup ici étayé du trading ces derniers temps parce que je trouvais que c'était plus intéressant. Je trouve que la chaîne est quand même assez axée relativement technique, donc ça s'adresse je pense plutôt à des traders qu'à des investisseurs, ou alors à des gens qui veulent se former au trading. Donc j'ai beaucoup parlé de trading dernièrement, et je pense que c'est la direction que va petit à petit prendre la chaîne. Quoi qu'il en soit. Néanmoins, pour les investisseurs, on va dire que potentiellement ici, on aurait, et on va faire du coup peut-être un petit peu d'Elliott Wave pour les investisseurs,
En l'occurrence, le décompte potentiel qui serait boule, ça serait tout simplement de dire que oui, ici on a effectivement une impulsive, 1, 2, 3, 4 et 5, vous le voyez ici. Bon, la 3 est un peu petite ici, donc ça serait soit une diagonale, soit effectivement pour que ça ne soit pas la plus courte des vagues, on a la 4 qui voyage dans le territoire de la 1, donc ça serait plutôt une leading diagonale. Et que là on soit en train de faire une 1-2 qui elle-même soit tout simplement la composante d'une impulsive elle-même plus grande. Vous comprenez qu'ici ça voudrait dire repasser éventuellement bullish sur Bitcoin. Sur le décompte plus important, on va dire. Qu'est-ce que ça nous dirait? Ça nous dirait tout simplement que, et là j'essaye de vous rezoomer un peu la chose, de vous mettre bien un peu comme ça, voilà. En gros, ça nous dirait que ça c'était effectivement une 4, une correction haussière de 4, donc dans les grandes vagues on est dans une descente de 1, 2, 3, 4, 5 que je vais vous montrer tout à l'heure, et que ici en fait on a fait une A, B, C qui était la 5, et le bottom il est trouvé dans cette zone là. C'est tout à fait possible que ça ne soit pas le cas, au sens où tout ça peut aussi faire partie de cette fameuse 4 qui trouverait sa résolution là, et ensuite on aurait potentiellement ici plus de descente. Vous comprenez qu'en Elliott, il faut toujours avoir 2 décomptes. Elliott n'est pas un système de prévision des prix, donc les gens qui ne vous montrent qu'un décompte en Elliott sont soit des débiles, soit des charlatans. Et vous comprenez également que, dans ce contexte-là, c'est quelque chose que j'avais entendu une fois et que je trouve tout à fait vrai. Vous utilisez les bons outils pour les bonnes choses. Donc n'essayez pas de vous laver les dents avec une pelle parce que ça va faire super mal et que ça sera pas du tout une bonne idée. La grande 1, 2, 3, 4, 5 dont je vous parlais tout à l'heure, c'était ça. Alors la question étant, moi j'aurais préféré que la 4 soit plus importante. J'aurais vraiment préféré qu'elle touche jusqu'ici. C'est peut-être le cas. C'est peut-être ce qu'elle est en train de nous faire en nous faisant une running. C'est tout à fait une possibilité. C'est-à-dire que là, même si on revenait aux 23 000 $, on pourrait éventuellement après derrière refaire ces fameuses 3 vagues. Ce qui est intéressant en Elliott, c'est que vous avez des points d'invalidation, vous avez les règles d'Elliott qui vous disent à partir de là tel décompte est invalidé, et en l'occurrence là le décompte dont je vous parlais tout à l'heure d'une 1, 2, 3, 4, 5 ici, 1, 2, 3, 4, 5 ici, d'accord, il est invalidé tout simplement parce que la 2 ne peut pas dépasser la racine 0, c'est-à-dire qu'au prochain plus bas, ici si on passe sous les 15 450, ou je sais pas le chiffre exact, eh bien ce décompte sera invalidé, il faudra trouver tout simplement autre chose, et donc se conforter à l'idée que il reste une vague à faire. Voilà globalement pour les investisseurs. Pour les traders, on est toujours dans le même trade. Nous, on était rentré à peu près autour des 15,5 ici. Je vous avais dit de mettre votre stop loss sous les 16,3. On avait dit 16 150. On est en train de prendre ici cet upside. Pour moi, ici, ça devient intéressant de remonter, on va dire, son stop loss au niveau du point d'entrée, c'est-à-dire break-even. C'est-à-dire que ce trade ne peut pas être perdant. L'idée, c'est ça. Mais peut-être pas tout de suite. Disons que quand on aura repassé ici, si vraiment on repasse, voilà, c'est plutôt ça. Si on repasse les 16,8, voire 17, pour moi c'est ça la vraie, le retest en fait, le moment où on va revenir éventuellement tester cette droite, là il pourrait être intéressant à nouveau de monter son stop loss et de le mettre légèrement, vous le comprenez, sous cette droite qui va désormais devenir un support. Si jamais on traverse celle-ci, on a assez peu de chance, et vous voyez ici qu'il y a eu effectivement des points de support qui ont été marqués par cette droite autour des 16,8, ici, vous voyez qu'il y en a en gros pas mal. Et concrètement, voilà, pour moi c'est ça. L'idée, ça va être très dur de passer ici cette résistance au niveau des 16,8. Si jamais on la passe, et là pour l'instant c'est un petit peu Wall Street qui est en train de nous aider, c'est ce que je vais vous montrer, eh bien ça pourrait être tout à fait bull, puisqu'on pourrait s'installer et à nouveau essayer d'avoir ce trade qui, moi quand je vous dis j'ai une target à 17,3, c'est celle que j'ai rentrée dans Bybit pour dire je prends mes profits à ce stade. Si jamais quand je suis en train de dormir, il le fera automatiquement, voilà. Mais je préfère moi essayer d'avoir plutôt un stop évolutif et de pas cracher sur des profits. On appelle ça, si jamais vous ne coupez pas vos pertes très vite et que vous n'accumulez pas les profits, mais en laissant le prix monter vers le haut si jamais il décide de monter, on appelle ça en gros manger comme un oiseau et chier comme un éléphant. L'idée ici, c'est pas du tout bon en trading, c'est que vous crachez finalement sur des profits potentiels alors que le prix est en train de monter, donc plutôt avoir un stop loss évolutif est plutôt intéressant. Pourquoi pas un trailing stop? Moi je suis pas extrêmement fan de ce type de technique, je préfère avoir, parce que moi j'ai le temps, si vous voulez, d'avoir un œil sur les marchés à peu près tout le temps, sauf quand je dors bien évidemment, mais comprenez bien ici que
de toute façon, il y aura des nouveaux points d'entrée, des nouvelles ouvertures, des nouvelles choses. Il y a toujours quelque chose à trader. Sur Ethereum, c'est un peu plus boule, vous le voyez, hein, globalement, si on reprend l'analyse que j'avais sur Bitcoin, et ben pour le coup, sur Ethereum, au niveau de ce qui était auparavant cette espèce de résistance-là, pour le moment, elle est passée, vous le voyez, là, si c'est pas une déviation, et si on pourrait ici revenir retester, mais globalement, sur Ethereum, c'est plus boule, c'est pour ça que Ethereum BTC nous fait un 2-3%, on a essayé une jolie bougie verte ici, parce qu'Ethereum a un peu plus poussé. En l'occurrence ici, on est sur Ethereum BTC là, donc et bah pour moi, voilà, rien de spécifique à dire, si ce n'est qu'on aura une résistance ici au 0,75, mais là concrètement, on s'affranchit effectivement déjà de un petit quelque chose, et c'était auparavant, vous le voyez, une résistance que j'avais marquée là. Une résistance que j'avais marquée là, puisqu'elle nous avait rejeté ici une fois, deux fois, trois fois, etc. Voilà, je pense que c'est un point vraiment assez intéressant. Pour moi, rien à dire sur Ethereum BTC d'excessivement incroyable avant qu'on passe déjà celle-ci. Pourquoi ? Parce que quand on passe celle-ci, on active une target de double bottom, le double bottom étant ce W que vous voyez ici, et donc du coup, et ben là, on aura éventuellement la target qui pourra nous emmener par là, et là, excusez-moi, j'ai du mal. C'est la ligne de coup d'une ta séance inversée qu'on a depuis dans les mirettes depuis extrêmement longtemps. Ta séance inversée, non, elle est normale. Et si on arrive à casser ça, effectivement, du coup, la target, c'est de reporter la totalité de l'amplitude de la tasse au point de cassure. Alors moi j'ai tendance à avoir des targets un peu moins hautes ici, mais globalement ça voudrait dire qu'Ethereum double sa valeur par rapport à Bitcoin, donc une surperformance importante de Ethereum par rapport à Bitcoin. Pour le moment c'est pas dans les tuyaux, vous voyez qu'on est en dessous, on est toujours dans la hanse, on n'a pas du tout pété la ligne de coup, donc pour le moment c'est vraiment ici ce que je vous donne, c'est pas des prévisions, c'est juste des pré-analyses, voilà, soyez prêts à éventuellement valider tel ou tel type de scénario. Mais si vraiment on dépasse ici les 0,076, eh bien à ce moment-là, on pourrait effectivement commencer à réfléchir, un petit peu comme on l'avait fait là. D'ailleurs, là, moi, je m'étais fait attraper. Hein. J'avais converti pas mal de Bitcoin en Ethereum en me disant il va y avoir surperformance. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai été obligé de repasser en Bitcoin derrière, et ce, à perte. Donc, vous comprenez ici que tout ça sont des... et tout ça est... énormément introduit par beaucoup de conjonctions de subordination, voilà, c'est ça. On va désormais regarder, et vite fait, puisqu'on parle de éventuellement performance d'Ethereum par rapport à Bitcoin, le fait que actuellement on est tout à fait en Bitcoin season. On avait eu, donc vous le voyez, ça vient de toucher ici les 23, alors ici il nous dit que c'est plutôt pas altcoin season, mais si vous aviez regardé autour du 29 décembre il y a quelques jours, il vous aurait dit ça y est, on est en Bitcoin season, c'est-à-dire tout simplement que selon cet indicateur, on va dire que les 50 plus grosses altcoins performent moins que Bitcoin. Et cet indicateur, il est intéressant à voir. Pourquoi il est intéressant à voir ? Parce qu'on voit qu'effectivement, on a eu une altcoin season. Du 21 juillet ici au 9 août, les alts ont plus performé que BTC. Et ce qu'il est intéressant de voir dans ce contexte-là, c'est que si on se met en daily ici, voilà, et qu'on retourne sur BTC du 29 juillet, j'ai dit au 11 août, finalement on n'était pas vraiment dans une zone haussière sur BTC. Si jamais je vous montre ici, on va se mettre ici, 29 juillet, j'ai dit 22 juillet je crois, 22 juillet au 9 août, voilà, on était dans une phase de conso, voire on était même plutôt dans une phase un petit peu baissière. Alors sur le début de ce mouvement d'altcoin season, effectivement, c'est parti assez fort sur les alts, 22 juillet, oui, non, on est parti un peu vers le bas, on est remonté, c'est plutôt une phase, voilà, de consolidation. Après, si jamais on regarde la zone entière de cette altcoin season, eh bien, on est resté en altcoin season jusqu'au 12 septembre, et après, au niveau du 12 septembre, on était effectivement là dans une phase qui était réellement plutôt très baissière. Vous le voyez ici, jusqu'au 12 septembre. Le 12 septembre, il est à peu près par là. Donc, en gros, dans le temps de cette altcoin season, Bitcoin est passé de 24 000 à 19 000 $ dans son ensemble. Donc, on peut se demander ici, est-ce que finalement, ces altcoin season répétées, y compris en bear market, elles sont pas au détriment de Bitcoin? C'est-à-dire, d'habitude, on avait de l'argent qui revenait en premier sur Bitcoin et puis ensuite sur les altcoins. Est-ce qu'il n'y a pas un petit quelque chose qui est cassé ici? Et c'est ce qu'on va voir pendant la prochaine Bitcoin season, c'est-à-dire celle qui est probablement en train de se profiler là actuellement. Est-ce que les alts vont, dès qu'il y a un rebond sur BTC, revenir damer le pion et revenir, aspirer une partie de la valeur qui aurait envie de rentrer sur Bitcoin? C'est ça que je veux vous dire.
Voilà, on a fait le tour là au niveau chartisme, etc. On va aller voir désormais tout ce qui est news. J'ai pas vu grand chose passer aujourd'hui et je pense qu'on a traité pas mal de choses hier déjà. Non, voilà, là ici on nous dit que le rallye de Noël a été vraiment très élusif sur les actions, il a vraiment été même sporadique, on peut appeler ça comme ça. Ici on est sur Bitcoin qui a fait plus de 8 trillions de transactions en 2022, donc ça on l'avait regardé nous par rapport au volume hier, etc. Donc 8 trillions en dollars, ça reste plus ou moins le volume de 2021. Vous vous rappelez que ici les bitcoins les bitcoins à court terme ont énormément changé de main. Core Scientific, qui est le plus gros mineur au monde, qui va arrêter, shutdown, qui va éteindre toute la partie d'équipement mining qui appartenait à Celsius. Voilà, rien de bien. Sam Bankman-Fried, on en a parlé hier, qui appelait des non coupables. Ici, Magic, ouais, voilà, non, rien non plus sur, vous voyez qu'en gros, au niveau des news, pas grand-chose. Pareil sur nos amis de chez bitcoin.com. Sur MarketWatch, je vous l'ai dit, aujourd'hui, alors je pense qu'il s'est peut-être sorti, ça va sortir dans 5 minutes, on aura l'ISM, donc... on aura l'ISM, donc le Manufacturing Index, on aura les Jobs Openings, ça va être tout de suite là, à 10h du matin, donc ça fait 16h chez nous, et à 20h tout à l'heure, les minutes de la Fed. Donc les minutes de la Fed, c'est quoi? C'est tout simplement la retranscription écrite de tout ce qui s'est dit au dernier meeting. Ça sort 3 semaines après, encore une fois, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et en gros, qu'est-ce qu'il y a pu se dire de bon ou de mauvais pendant ces minutes-là? Les minutes vont être délivrées à la presse, elles vont être publiées, tout ce qui s'est dit pendant ce meeting va être publié, et ça va être ici, il va y avoir une lecture de la part de la presse de plus ou moins ce que veut dire la Fed en fonction de ce qui s'est dit pendant ce meeting-là. On sait que ce meeting-là a été plutôt bon puisqu'on a eu un ralentissement de la hausse des taux en gros de la Fed. On a eu un discours de Powell qui était plus ou moins qui bottait un petit peu en touche quand même, mais voilà. On sait aujourd'hui aussi que on va dire la narration de l'inflation elle est en train de se calmer. On aura un CPI le 12 janvier dont la lecture va être extrêmement importante puisqu'on voudrait avoir le 3e CPI baissier de suite. On sait que la nouvelle narration qui est en train de se mettre en place, c'est est-ce qu'on va en récession ou pas, est-ce qu'on va avoir un atterrissage en douceur, un soft landing, ou est-ce qu'on n'en aura pas. Et la principale question dorénavant, c'est de dire bon, la Fed va probablement ici, encore une fois, nous donner une diminution, c'est-à-dire probablement un 0,25 au prochain meeting, qui a lieu, je me rappelle plus de la date, mais c'est en février, qui a lieu dans 28 jours, et le marché ici a sa propre lecture, c'est-à-dire que le marché est en train de dire, nous on pense que Powell va nous donner, il a fait du 0,50 ici une fois, il va nous donner désormais que des hausses à 0,25. La grande question c'est combien de temps ils vont rester dans ce territoire restrictif au niveau des taux bien entendu, et on aura peut-être ici, vous le comprenez, dans les minutes, dans les retranscriptions écrites de tout ce qui s'est dit, on aura peut-être des indices sur tout ça, donc ça risque d'amener de la volatilité ce soir à 20h. Demain, rapport ADP sur l'emploi, donc ça important aussi par rapport à cette narration de récession, et après-demain les NFP, c'est-à-dire le taux de chômage. Les NFP, comment les lire? C'est-à-dire si on est au-dessus du consensus, en dessous du consensus, dans la mesure où là on était dans une narration extrêmement autour de l'inflation. Personnellement, je dirais que des chiffres du chômage, entre guillemets, d'un chômage en augmentation ne sont pas forcément une mauvaise chose. Cependant, bien évidemment, étant donné la nouvelle narration de récession, désormais, et la lecture, on va dire que le marché a eu, il a été de pricer ce qu'allait nous dire Powell, c'est-à-dire qu'il y a eu un sell de news au moment où effectivement la news est sortie que Powell diminuait effectivement le rythme de la hausse des taux. Eh bien, la grande question ici, c'est effectivement, je sais pas si j'ai un consensus d'ailleurs, la dernière fois que j'ai regardé, il n'y en avait pas. On va aller regarder ça pour vendredi. Donc là, on est un petit peu en avance sur le planning, mais ça sert à rien de traiter la news vendredi puisqu'elle sort vendredi. Sinon, en termes de trading, c'est pas vraiment exceptionnel. Et j'ai parlé de vendredi et on sera le combien? On sera vendredi le 8.
Vendredi 6, on a un consensus effectivement pour le taux de chômage à 3,7%. C'est-à-dire que le taux de chômage devrait rester au même endroit et le marché a déjà dans ses prix le fait que le taux de chômage reste au même endroit. La question c'est si c'est plus ou si c'est moins, comment le marché va réagir? Est-ce qu'il va réagir sur la narration de la récession? Ouh là là, attention, le chômage augmente, on va avoir une mauvaise année, on va avoir peu de croissance cette année, donc du coup c'est mauvais. Ou est-ce qu'il va réagir en fonction de le chômage a augmenté, donc ça va lier un peu plus les mains à Powell. On rentre effectivement dans cette récession qu'on attend déjà depuis un moment. Powell va avoir les mains un peu plus, il va devoir à un moment donné, on va devoir commencer à réfléchir à un pivot. Et effectivement là du coup toutes les informations autour d'une récession, si elle est plus ou moins déjà pricée et déjà actuelle, eh bien en fait toutes ces informations là elles seront déjà dans les prix si vous préférez. Donc important à voir ça pour moi et important les minutes de la Fed ce soir, comment elles vont être traitées par la presse, qu'est-ce qu'il va se passer, etc. Voilà, après pas grand chose non plus sur MarketWatch, un analyste apparemment qui dit que l'action Amazon va littéralement se casser la gueule l'année prochaine. On va faire désormais tout ce qui est autour du sentiment. Et on se met là, voilà, c'est ça. Je réfléchissais à... Oui, qu'est-ce qu'on a liquidé déjà hier? On a liquidé 93 millions, donc c'est plutôt pas mal. C'est une journée plutôt conséquente. Principalement du short, évidemment, c'est le mouvement qui s'est mis en place plus ou moins cette nuit. Et puis, quelques longues, effectivement, sur Deribit et Huobi. Beaucoup plus de liquidation sur Ethereum que sur Bitcoin, 4 fois plus, vous le voyez, donc ça c'est intéressant. Sur ce petit mouvement de prix là qui a été fait, on avait effectivement sur Ethereum énormément de valeur à prendre qui en fait s'est égaré au-dessus de cette fameuse résistance. Donc on peut estimer que peut-être Ethereum avait un petit peu d'avance sur Bitcoin. Alors pour le moment c'est pas forcément sûr, mais que du coup il est venu chercher la valeur au-dessus de cette fameuse résistance qui du coup était là. Beaucoup de gens s'étaient garés tout simplement au-dessus de ce stop-là. Et comme Bitcoin ne l'a pas fait, il n'est pas venu chercher la valeur. Donc soit il est en avance et effectivement il a fait son mouvement et c'était ça que le marché attendait. Soit tout simplement ici il est venu chercher la liquidité que Bitcoin n'a pas réussi lui à venir chercher. Et là à partir de là le prix se retourne. On fait un petit tour vite fait sur la bourse. Sur la bourse, notamment S&P 500. S&P 500, qu'est-ce qui se passe? Sur les futurs, on est, vous le voyez, haussier, 3867. Sur on va se mettre en 1 heure ici pour mieux voir l'histoire. Sur le marché action, on va dire le S&P normal, l'indice normal, vous voyez qu'on a ouvert en gap haussier. Donc on a posé ce gap. On a commencé à le fermer, puisque au départ, l'ouverture, elle s'était faite par ici. Hein, vous le voyez, là on est baissier, donc l'ouverture s'était faite ici. On a commencé à fermer ce gap et puis on s'est arrêté de le fermer. Donc un petit peu dommage parce que ça veut dire que ce gap, il a des bonnes chances d'être fermé dans les 48 heures. Ça pourrait nous donner ici sur Bitcoin un petit peu de volatilité dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez que là, la séance est plus ou moins, après la première demi-heure, peut-être en train de se retourner. Mais ce gap n'a pas été fermé, donc ça laisse, on va dire, une sorte d'épée de Damoclès que le marché pourrait vouloir venir chercher plus tard ou même aujourd'hui. Hein. Comprenez bien ici sur Bitcoin, qu'est-ce que ça nous donne? Et là, je vous montre le Bitcoin, on est donc en 5 minutes. Très joli flag qui pourrait être éventuellement mis en place sur Bitcoin. Et ce que ça nous donne, c'est effectivement des grosses déviations sous le flag. Donc attention à ça, si ce flag casse haussier, s'il ne casse pas haussier, du coup, on désactive ici les potentiels targets haussières. Si jamais ce flag est cassé en haut, eh bien on activerait, là du coup, vous connaissez la méthode maintenant, report du mât jusqu'au point de cassure, mais en bas du fanion, et on activerait une target de 17 092, qui elle-même potentiellement nous permettrait de casser cette résistance-là ici, et nous permettrait encore une fois, éventuellement, là vous voyez qu'on est vraiment en train de bastonner dans les deux sens pour essayer de voir où de prendre la décision. Là on a des grosses déviations dessus, dessous, c'est même peut-être potentiellement un flag qui est en train de se transformer, on va dire, en biseau en élargissement descendant. Bref, tout ça est en train de se mettre en place et c'est finalement Wall Street ici qui aujourd'hui, je trouve, donne le ton et on a une recorrélation très légère entre le S&P 500 et Bitcoin. En tout cas, pas mal de volatilité à venir aujourd'hui par rapport aux minutes de la Fed, etc. Et vous voyez ici qu'on fait des mouvements dans les deux sens et qu'on est quand même relativement corrélé au S&P 500. J'étais sur le sentiment et j'ai complètement dérivé sur autre chose. On y va.
Alors, Open Interest sur notre ami Bitcoin, eh bien, vous voyez qu'on est venu prendre ce point de short là. La vidéo, elle a été faite hier dans cette zone. Globalement, vous voyez que principalement, on est quand même sur une zone où il faut dire attention, puisqu'on est quand même sur une zone de funding qui est positif. Ici on a eu du short, donc vous voyez que ça a été nettoyé depuis. Ici on a eu du short également, ça a été nettoyé aussi. Ici on est rentré long, ça a été nettoyé. Ici on a shorté. Ici on est long, donc on aura un nouveau point de long à venir prendre ici. Au niveau des stop loss, hein, ici j'entends pas au niveau des prix de liquidation, mais au niveau des stop loss, on a peut-être des gens qui sont rentrés sur ce mouvement. Forte diminution de l'open interest, donc ça c'est plutôt une bonne chose, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'ici on a pété les shorters qui étaient avant à des niveaux précédents. C'est ça qui permet les X millions de liquidation. Ici donc énorme, pour moi c'est un gros point, hein, là, le point de long, et on en a un deuxième qui se met en place ici. Hop. Ici. Mais vous voyez que on casse de l'open interest quand même, puisqu'on vient prendre des positions shorteuses entre temps. Là, le prix a pas l'air de se décider à être shorter, hein. Moi j'aime bien quand il y a des corrections comme ça et que ces corrections viennent à être shortées. Vous voyez que pour l'instant c'est pas le cas, le funding est plutôt en train de latéraliser, donc ça c'est pas une excellente nouvelle pour ce flag. Si jamais on voulait que ce flag pète haussier, ça serait mieux de voir beaucoup de shorters rentrer ici, et c'est pas le cas. On voudrait voir des grosses positions qui rentrent. Donc comme je vous le dis encore une fois, protégez vos trades, remontez si vous êtes en trade vos stop loss à break-even dans un premier temps. Sur Ether, oui, vous voyez qu'on est venu traiter ici 3 ou 4 zones de short à prendre. C'est ce qu'on a fait là. On a été plutôt long à partir d'ici, donc on peut considérer qu'il y a un point de long à prendre ici. Ensuite, on a été short, mais ça c'est short squeezé. On a été très légèrement long à partir de là. Donc là, vous voyez, c'est 1200, hein, en gros, le niveau à venir prendre en longueur. Et ensuite, même chose qu'Ethereum, on est plutôt à la latéralisation, avec un très léger niveau de short ici, mais il a été nettoyé là, et avec un niveau de long assez conséquent ici, mais il vient d'être nettoyé à l'instant. Donc voilà, pour moi, la grosse zone où désormais il y a de la valeur sur Ethereum, elle est plutôt en bas, mais cependant, j'aurais tendance à dire que, et on va le voir d'ailleurs sur les liquidités, on a peut-être encore un petit peu de chemin à faire vers le haut. On va ici faire le refresh sur les liquidités sur Bitcoin. Sur Bitcoin, plus de longueur que de shorter. Vous le voyez ici, 2 milliards désormais à venir prendre en dessous du prix. On n'a pas énormément de positions ici qui s'étaient faxées dans ce fameux flag, donc attention à ça également. On a cette grosse position autour des 16 550 potentiellement à venir nettoyer. Donc pareil, si vous remontez vos stop loss à vos points d'entrée, mais que votre point d'entrée est au-dessus de plus ou moins ces niveaux-là, faites attention, hein. Ça veut dire que potentiellement vous pourrez vous faire sortir de ce trade. Et puis quand on regarde ici la même chose sur Ether. Sur Ether, on a désormais 2 milliards aussi, la même chose, en position leverage. Ah ouais, je vérifie, ça me paraissait bizarre qu'on soit exactement au même point. Ether, voilà. Voilà. Sur Ether, donc on a 4,92 milliards à liquider, beaucoup plus de zones sur Ethereum, beaucoup plus de potentielle correction, vous le voyez ici, sur Ethereum que sur Bitcoin. La potentielle correction sur Ethereum, elle nous emmènerait autour des 1200 $, déjà pour prendre cette très grosse position là qui s'est ouverte ici, vous la voyez là à 130 millions de dollars, et il y en a une autre juste à côté à 77 millions. Un gros short qui s'est ouvert aussi, donc ça pourrait donner un petit peu de la pulse pour éventuellement continuer ce mouvement sur Ethereum jusqu'au 1296. Si jamais on continue dans ce sens-là, les contrats qui sont là seront gagnants, donc les personnes qui auront pris les contrats contre ceux qui les ont prises seront perdantes, c'est-à-dire que les market makers ici doivent prendre un choix. Vous voyez qu'Ethereum ici a corrigé aussi plus fortement dans le tout petit, le mouvement de 5 minutes là qu'on vient d'avoir pendant la vidéo. Et en même temps, on a ce très gros short ici à 68 millions qui s'ouvre, et on avait celui-ci à 88 millions qui pour l'instant n'a pas été nettoyé. Donc voilà, ici sur Ethereum, attention, soit on a des encore plus grosses positions qui s'ouvrent en short ici, soit on va venir faire perdre les positions longueuses qui étaient là, et donc du coup, ça veut dire pour Ethereum un retour sous les 1200 $.
On va désormais regarder la heatmap en 7 jours, c'est-à-dire où sont les liquidités. C'est un petit peu la même chose, mais vu d'une manière un petit peu différente. C'est une fonctionnalité que permet iBlock et qui est très pratique pour avoir une vision vraiment graphique des choses. Vous voyez ici qu'on est venu nettoyer cette zone autour des effectivement 16 800 $. Donc une zone assez forte de valeur où on avait effectivement des liquidités. Sur la 7 jours, pour moi, on a encore du chemin à faire pour venir cueillir ceux qui ont des prix de liquidation autour des 17 300. Il est possible que beaucoup aient fermé leur position ici pendant ce up là. Vous comprenez que là vous pouvez clôturer votre trade et dire bon bah ok je sors gagnant entre guillemets de cette position là. Donc encore une fois on analyse des fluides, rien n'est sûr ici, c'est vraiment ce qu'on analyse c'est vraiment des fluides. Ici vous le voyez indécision totale sur la 12 heures, c'est-à-dire que on a effectivement plus de longueur, la zone est plus jaune là ici en bas, je sais pas si je peux zoomer, oui. La zone est plus jaune ici en bas, mais on a encore une fois quelques positions qui se sont positionnées effectivement autour des 17 000 $ dans les 12 dernières heures. Donc ça c'est intéressant à regarder aussi, mais effectivement beaucoup plus de valeur. On est bien jaune là, vous voyez que jaune c'est 1 milliard en gros. Il y a 1 milliard à venir taper sous les 16 575, donc il se pourrait ici que le prix corrige un peu plus fortement que le flag qu'on voyait là. Pour le moment, ça tient à voir si effectivement là vous voyez qu'on est en train de vraiment pousser bien vers le bas. Donc à voir si effectivement un flag c'est jamais pile poil parallèle, pile poil comme il faut, etc. Là pour le moment pour moi ce que je regarderai c'est pile poil le niveau actuel, c'est-à-dire que là on a un très léger potentiel support, puisque vous le voyez ici, une touche, deux touches, trois touches, en tout cas sur ce qui est frais, ça peut être éventuellement quelque chose qui nous tient là. Si jamais on est repoussé par effectivement ces 16-8 et qu'on dévisse et qu'on revient retester cette trend là, voilà, pour moi je donne pas très cher de ce mouvement haussier là à l'instant T. Si jamais on arrive à péter ce flag vers le haut et à venir à minima tester ici les 16,9, donc revenir tester ici cette résistance, à ce moment-là peut-être qu'on peut effectivement donner un petit peu plus de crédit à ce non-rejet par les 16 800 du prix du Bitcoin. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'avais pas de post-it particulier, de trucs à parler, je vous ai parlé de l'altcoin season, ça je voulais en parler. Voilà, j'ai pas l'impression qu'il y a de gros FUD sur Twitter dernièrement, si ce n'est celui dont j'ai parlé hier dans la vidéo autour de Grayscale et de l'histoire entre Fairtree, etc. Surveillez bien ces niveaux-là, voilà pour moi, protégez vos trades. Ici, vous avez l'occasion éventuellement de considérer que ce trade est gagnant quoi qu'il arrive, même si vous sortez à zéro, c'est pas grave, il y aura des nouveaux points d'entrée, il y a encore une fois des choses à trader tout le temps. Et en l'occurrence, ici, je vous ai montré un décompte en Elliott Wave aussi qui pouvait éventuellement nous dire qu'on est sur un retournement. Je vous ai montré également, je sais pas si je l'ai fait, mais vous avez tout un tas d'autres décomptes. Si je reviens ici en daily, vous avez tout un tas d'autres décomptes qui peuvent vous dire que, on continue à être baissier là. Et c'est principalement ce que je vous ai expliqué, cette 4 n'est pas finie. Ou alors on rentre dans une correction plus importante, plus baissière. Néanmoins, j'ai du mal ici, étant donné qu'on a très peu corrigé vers le haut. Corrigé, quand j'entends correction, je parle ici d'une correction vers le haut. On a très peu corrigé vers le haut sur toute cette zone-là. Bien sûr, on peut aller ici. Pour moi, c'est 13,8. Voilà, le niveau principal, c'est les clôtures mensuelles des anciens ATH. C'est aussi l'ATH de 2019. C'était le point haut de 2019. On a ici un support qui est relativement évident autour des 13,8. On a aussi des targets qui nous montrent du doigt, et notamment le volume profile, les 12 000. C'est tout à fait possible qu'on y aille, mais ça paraît un peu trop facile de le faire tout de suite. Voilà, à voir comment se construit ici cette correction, et peut-être aussi qu'on n'ira pas du tout. J'ai fait une analyse ici, j'ai mis en replay principalement, et j'ai fait une analyse du volume profile, justement, quels sont les moments où on est vraiment venu retoucher les volumes profile précédents. Et c'est vrai que le volume profile, il a quand même ses limites, au sens où oui, très peu de gens ont pu toucher du Bitcoin ici entre désormais 12 et 15 000, puisque ça c'est le nouveau creux. Vous comprenez que avant on avait un creux entre 12 et 18, et là on est en train de le combler actuellement, puisqu'on est en train de venir ici à l'intérieur. On a effectivement des chances, et ça c'est d'ailleurs une loi en trading, enfin c'est quelque chose vraiment qui nous dit que quand vous rentrez dans une zone de creux au niveau du volume profile et que vous y passez un certain temps, vous avez des bonnes chances de venir la traverser entièrement. Donc ça c'est quelque chose qui serait vraiment plutôt baissier et qui pourrait nous dire que Bitcoin va désormais, vu qu'on est venu désormais dans cette zone, va désormais venir potentiellement toucher le bas de la borne basse, c'est-à-dire quelque part ici autour des 12 000.
Et là, vous voyez que le niveau, pour le coup, qu'on peut voir là, en termes de bottom, il est plutôt ici à 2 touches. Il aurait du sens avec, encore une fois, le volume profile ici. Et c'est un niveau que je garde, moi. Donc, vous gardez bien ce niveau jaune, ce niveau-là. C'est tout à fait possible qu'on y aille. Laissez des prix d'achat dans ces zones-là. Mais pour moi, on commence à voir des jolies choses, là, ici. Donc, voilà. Autant ne pas se priver de potentiellement prendre des petites corrections vers le haut quand c'est possible. Et encore une fois, possibilité de bottom ou pas, pour moi là on est globalement à peu près au bottom, même si on va à 12 000 ça restera plus ou moins que du bruit qu'on peut avoir derrière, ça peut se faire très rapidement, donc je vous conseille vraiment de laisser des ordres au cas où ça se fait et que c'est juste une mèche qui vient eh bien tout simplement taper les liquidités qu'on peut voir ici sur la heatmap par exemple en un mois. Une grosse mèche qui vienne éventuellement chercher ses liquidités, voilà, là sous les 15 et ici sous les 13. Sachez également que ces niveaux sont pas extrêmement... Ces niveaux ici, le nombre de gens qui sont en position actuellement, ça ne représente pas des niveaux qui sont extrêmes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, pour moi, on est presque plus extrême à venir rechercher les 19, en tout cas dans un premier temps. Je serais plutôt ici à me dire, putain, qu'est-ce qui va se passer après si on allait au 19, là, si là actuellement on allait au 19, je serais plutôt à me dire, surtout qu'on va y aller, il va y avoir pas mal de DGen qui vont poser des ordres effectivement en longue et en levier. Voilà, je serais plutôt ici en train de me dire, attention, ça risque de taper fort vers le bas. Donc voilà, j'aurais plutôt tendance à voir moi le scénario comme celui-là, c'est-à-dire pour le moment, on en a parlé, ce triangle ascendant là, comme ceci. Ce triangle ascendant, éventuellement un upside ici, encore une fois jusqu'au 18,2. Si ça casse, bah, tant mieux, ça veut dire qu'on ira au 21,5. Si vous regardez encore une fois ici la heatmap, on a potentiellement 18,2 et au-dessus de 20, on a potentiellement des choses à venir chercher de ce côté-là. Maintenant, il est tout à fait possible, encore une fois, que ne suivez pas que mon biais haussier, voilà, c'est ça. Faites-vous vraiment votre propre idée, c'est ce que je vous conseille. C'est votre argent que vous allez potentiellement ici investir là-dessus. Donc vos décisions ne pourront fonctionner qu'avec votre argent. C'est un petit peu comme si vous voulez le poker, j'aime bien cette analogie, j'aime bien l'analogie entre le trading et la boxe, et j'aime bien l'analogie entre le trading et le poker, même si c'est pas du tout un pari, et pour moi le poker n'est pas un pari, c'est un jeu, vous jouez des statistiques au poker, et vous avez une manière très académique de le faire, et en l'occurrence, ici quand je parlais du poker, bah, c'est gérer votre stack, gérer votre tapis, mais également jouer les bonnes statistiques au bon moment, etc. Mais pas seulement, je pense que vraiment il est ici question également, je sais plus du tout ce que je voulais dire, j'ai entamé une phrase que je ne vais pas finir parce que je sais plus du tout où voulait aller le fond de ma pensée là-dessus, mais voilà, comprenez bien ici que il y a des choses à apprendre, on n'apprend pas à jouer au poker avec des allumettes, donc il va falloir forcément à un moment donné mettre un petit peu d'argent, comprendre, peut-être potentiellement cramer un compte ou deux pour apprendre, parce que là moi ce que je vous dis, et si vous avez regardé tous les tutos de la chaîne, etc., ça vous évitera de faire certaines erreurs, mais de toute façon, les leçons, elles se payent. Et puis, à partir de là, voilà, essayez d'avoir une lecture du marché qui soit plus ou moins la bonne. On va rejeter vite fait un coup d'œil sur ce que nous dit la journée en bourse. Est-ce que ce fameux gap a été fermé ou pas ? Et la réponse est oui, donc ça c'est plutôt une bonne chose, on va dire. Si aujourd'hui et à ce moment-là, la séance voulait se retourner, on aurait pu effectivement cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de dire que ce gap va être fermé. Il pourrait y avoir retournement de séance, c'est souvent le cas après la première heure à Wall Street. Donc du coup, en tout cas, voilà, c'est quelque chose de moins dans la journée qui peut nous emmener peut-être un petit peu plus haut. Là, ah oui, c'est ça que je voulais vous... Putain, ça va être une vidéo super longue, j'en suis vraiment désolé. Je vais vous montrer ça aussi. Ça, c'est la stablecoin dominance. Donc, c'est-à-dire, c'est la somme de tous les stablecoins et combien ils représentent. Donc, actuellement, les stablecoins sont à 17% dans la dominance crypto. Et extrêmement important ici, c'est que on a ce flag là. Et vous voyez que cette nuit, on est venu taper la borne basse de ce flag.
Et le problème qu'on risque d'avoir, c'est que, bien entendu, quand la stablecoin dominance augmente, les cryptos diminuent, vous l'avez compris, il y a un effet inverse. Ce flag-là, le problème, c'est qu'on vient juste pile... Moi, j'aurais vraiment voulu que ce flag pète en bas, et pour le moment, il veut pas casser en bas, et il est plutôt en train de nous montrer qu'il va remonter vers sa borne haute, et potentiellement nous faire une 1, 2, 3, et puis casser haussier. Donc ça, c'est plutôt une analyse qui nous dit, attention, si jamais ce flag-là venait à péter en haut, vous comprenez que du coup ça nous donnerait une target sur la stablecoin dominance qui serait autour des 19%. Ça veut dire un plus bas. Vous comprenez ici, et c'est la même chose que ça, en gros, c'était le premier plus bas qu'on avait fait sur les cryptos. Ça, c'était le deuxième, quelque chose comme ça. Et en l'occurrence, si on va à 19, ça veut dire que sur toutes les cryptos, on fera un nouveau plus bas. Donc ça, attention à bien le comprendre également. Ça, c'est pas joli, c'est vraiment pas quelque chose qui nous dit que ça va pulser sévère vers le haut. Si jamais, et vous voyez qu'on rebondit pile sur effectivement cette zone de support que j'avais anticipé, plus le support du bas, donc je parle ici de cette zone-là, là ici, qui est pour moi une zone importante, puisque c'est la ligne de coup d'une épaule tête épaule, et assez souvent, les lignes de coup des épaules tête épaule, il faut les garder sur les charts, parce que en fait, quand vous les tirez, et ben assez souvent il se passe quelque chose. Ici, double support sur la stablecoin dominance qui nous renvoie à la stablecoin dominance dans cette zone là. On espère ici que ce que va faire la stablecoin dominance, c'est tout simplement plutôt nous mettre une figure de double sommet ici, c'est-à-dire un sommet plus bas que le sommet précédent, et si on casse ici cette ligne de coup là, ce qui est plus ou moins ce qui est en train de faire pour l'instant la stablecoin dominance, donc on préférerait vraiment que ce flag ici ne se mette pas en place, et on préférait tout simplement activer cette target de double top, c'est-à-dire tout simplement revenir plus ou moins chercher des zones qui seraient plutôt autour des 16% de dominance, ce qui correspondrait à peu près à un niveau du Bitcoin autour du 13 décembre. Et je pense que je sais pas combien on était le 13 décembre, on va regarder. Mais déjà, dans un premier temps, voilà, ça serait quelque chose qui pourrait éventuellement sauver un peu la mise. Mais ça, là, ce flag, c'est pas du tout boule pour la crypto. Et ce qu'on veut voir, j'ai parlé du 13 décembre, je crois, on était autour des 18 000, ouais, c'est ça, bah, c'est un peu les targets que je vous affiche là, c'est-à-dire entre 18 et 18,2. Voilà pour moi. Suivez bien le S&P. Désolé pour cette vidéo un peu longue, mais c'était dense, il y avait pas mal de choses à dire, et encore une fois, voilà, si vous êtes là, et surtout au bout de la 41e minute ici, ça veut dire que vous avez le mérite de vouloir vous informer, vouloir apprendre, vouloir vraiment ici, voilà, faire des choses avec votre argent, avec votre vie, et c'est tout à votre honneur. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un like, bien évidemment. Je pense que ça c'est la base. J'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais voilà, c'est vraiment quelque chose d'important à faire. Et puis, si jamais cette vidéo vous a plu, dites-le en commentaire. J'ai pour habitude de poser en fin de vidéo une question à la con, c'est-à-dire un commentaire qui n'a absolument rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et la question du jour, elle va être sur le trekking, la randonnée. Est-ce que c'est quelque chose qui vous chauffe? Est-ce que vous aimez bien faire des balades en montagne ou ce genre de choses? Ou alors est-ce que vous êtes plutôt branché sur un autre sport? Mais on va parler ici de sport plutôt calme, pas forcément ici de se mettre des grosses tatanes sur la gueule, sur un ring. On va plutôt parler de sport tranquille, ce petit sport qui vous va bien et qui vous détend. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à demain. Désolé encore une fois pour la longueur de la vidéo, on essaiera de se soigner par rapport à ça, et je vous souhaite à tous une très bonne journée.